up arise in the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Mercredi 10 mai, c'est les sorties des films, et parmi tous les films qui sortiront, il y aura Le cours de la vie, qui est le dernier film de Frédéric Socher. Et je suis très content parce que c'est pas la première fois qu'il vient sur Microciné. Et la première fois, c'était pour parler de deux de ses livres, puis ensuite pour parler de sa filmographie. Et je suis très content que logiquement, ça soit pour parler maintenant de son dernier film en date, et qui s'appelle donc Le cours de la vie. Et je remercie Gilles Lyon-Camp, l'attaché de presse, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. Comment vas-tu, Frédéric? Je le remercie aussi au passage. Je vais très bien et je suis très heureux d'être en ta compagnie parce que je pense qu'on a un point commun, mais qu'on partage, je pense, avec tous ceux qui nous regardent, c'est la passion du cinéma, mais pas que, c'est l'envie de la transmettre. Et il y a plein de manières de la transmettre en faisant des émissions, des rencontres, des critiques, comme tu le fais. Et j'accorde une très grande importance à l'approche critique sur les films. Je pense que c'est très important d'avoir une critique vivante et libre. Et puis, bien sûr, en faisant des films, c'est une manière de transmettre sa passion pour le cinéma, ou en enseignant, donc voilà, ou en étant programmateur dans une salle de cinéma, ou dans un festival. Et donc, je pense que c'est important qu'on partage cette passion et cette envie de transmettre ce qu'on aime dans le cinéma. Mais oui, quand tu dis vivant, ça c'est important, ça, parce que en parlant de la critique, hein, quand tu dis la critique vivante, je trouve que c'est très très important parce que c'est, comment dire, d'emblée, ça met de côté ce qu'on appelle les avis. Et la critique doit être extrêmement constructive. Et d'ailleurs, quand tu parles de vivant, c'est très drôle parce que dans le film que tu as réalisé, Le cours de la vie, il y a tout ce que tu viens de dire. Hein. Bon, ça se passe dans une école de cinéma. Tu mets en avant une scénariste. Donc ça veut dire beaucoup de choses aussi, parce que bon, on est en France, la politique des auteurs, etc. Donc je ne pense pas que ça soit anodin, à mon avis. Mais on revient sur ce point aussi dans notre échange sur la. Ah oui, non, mais ça c'est sûr et certain. Voilà, il y a plein de choses comme ça, et le fait de parler de vivant, ça ne parle que de ça du début jusqu'à la fin, et surtout ça ne parle pas uniquement qu'à une certaine génération, mais à plusieurs générations. Et je trouve ça. Et on saura s'il est réussi dans 2 jours, le 10 mai, quand le film sera en salle. C'est que, évidemment, j'espère que les personnes qui, comme nous, aimons le cinéma, auront envie de voir le film. Ils peuvent ne pas l'aimer. Ils peuvent être critiques sur certains points. Ils peuvent l'aimer aussi, c'est pas interdit. Mais c'est parce qu'on partage ensemble, en tout cas, des discussions autour du cinéma. Donc, j'espère qu'évidemment, le public des cinéphiles et des passionnés du cinéma sera au rendez-vous, mais pas que. Parce que depuis toujours, déjà comme spectateur, quand j'étais enfant, je trouve que le cinéma, c'est aussi le lieu des rencontres entre spectateurs, qui ne sont pas que des spécialistes ou des critiques ou des personnes qui font du cinéma, heureusement, et que donc ce film puisse aussi parler à tout le monde. Et c'est pour ça que l'histoire d'amour qui est dans le film, entre le personnage interprété par Agnès Jaoui et celui interprété par Jonathan Zakaï, à mon avis, est une histoire qui peut toucher tout le monde sans avoir de clé référentiel indispensable de connaître tel ou tel film, tel ou tel cinéaste, telle ou telle théorie sur le cinéma. J'ai vraiment essayé de penser toujours le film pour qu'il soit accessible à toutes et tous. Et ce serait mon plus grand plaisir de cinéaste, c'est que des personnes qui ne sont pas forcément cinéphiles prennent plaisir et aient envie d'aller voir ce film, Le cours de la vie. D'où est né ce projet? Alors ce projet, donc, pour l'instant, j'ai fait tout le temps des films sur le cinéma, pratiquement. C'est mon 5e long métrage et c'était l'objet de notre précédente discussion, eu beaucoup de difficultés à trouver de nouveaux financements. Ça fait 12 ans que je n'avais plus fait de long métrage de fiction. J'avais fait un documentaire Je veux être actrice il y a quelques années, mais un long métrage de fiction, c'est pas pareil. J'adore le documentaire, j'en ai fait, mais l'enjeu pour un film de fiction, c'est pas pareil. Et mon principal plaisir comme cinéaste, c'est de travailler avec des acteurs, parce que je trouve que c'est formidable quand des acteurs, par exemple comme Michael Lonsdale, avec qui j'ai travaillé à plusieurs reprises, quand on a la chance de travailler avec un acteur comme lui, ce qu'il apporte au film est absolument immense, et l'émotion passe par les acteurs. Et donc c'est mon plus grand plaisir de réalisateur de travailler avec des grands ou de comédiens ou des actrices comme Agnès Jaoui aujourd'hui sur ce film. Mais l'idée, elle est venue parce que 2 raisons.
premièrement, puisque ça faisait 12 ans que j'avais des refus permanents à l'avance sur recette en Belgique, je me suis dit, il faut que je trouve un sujet qui me permette de faire un film à tout prix, avec des petits moyens. Et donc, je réfléchissais comme cela. C'est-à-dire, quel est le film que j'aurais envie de faire qui pourrait se faire avec peu d'argent. Et donc, l'idée, c'était de faire un film qui se passe, par exemple, dans un nombre limité de décors, sur une seule journée, avec donc une histoire qui puisse être racontée de manière très simple. Et donc, ça, c'était déjà, avant même de trouver le sujet du film, un désir de cinéaste, parce que je pense qu'on est cinéaste quand on fait des films. Et si on rêve des films qu'on ne fait pas, eh ben, c'est pas ça être cinéaste. Et donc, ça faisait quand même 12 ans que je rêvais à des différents projets qui ne se sont pas faits et je voulais absolument trouver celui qui pourrait se faire. En lisant un texte écrit par Alain Lérac, qui est scénariste, qui parlait du scénario, j'ai eu un coup de cœur pour ce texte qui s'appelle L'atelier d'écriture, parce que dans ce texte, il fait un lien permanent entre le scénario et la vie, et comment l'un alimente l'autre, mais en parlant de lui. C'est-à-dire, il raconte par exemple dans ce livre comment la mort de son frère, quand il avait 20 ans, a été déterminante pour lui, et comment la question du deuil l'a hanté aussi dans ses propres projets de scénario. Alors, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? C'est très triste, on est très peiné pour lui, mais de quelqu'un qui raconte son deuil familial. Eh bien, au contraire, je pense que c'est en parlant de soi, paradoxalement, qu'on arrive à parler à tout le monde, parce que c'est incarné. Alors, tout dépend de la distance que l'on a, évidemment, par rapport à ce qu'on raconte. Si c'est uniquement narcissique, égocentrique, ça n'intéressera personne. Mais si on arrive, à partir de ce qu'on vit émotionnellement dans nos vies, à raconter des histoires, ce que ce soit une source d'histoire, c'est ce que raconte son livre, eh bien, ça peut être un art d'écriture absolument magnifique, parce que c'est à la fois une catharsis pour soi-même, mais c'est aussi la rencontre avec les autres à partir de ce qu'on a vécu, et donc comment faire que son vécu se transforme en fiction, en récit. Et donc, j'ai été passionné par ce livre. Dans une de mes casquettes, je suis directeur de collection aux éditions Hémisphère, qui viennent d'ailleurs de sortir un livre que je recommande aussi, de Jérôme Soubeyran, sur comment faire du cinéma, c'est un bon titre. Et donc là, il parle de Paul Vecchiali, du parcours de Paul Vecchiali, et de comment Paul Vecchiali, toute sa vie, s'est battu lui aussi pour faire ses films. Et donc, j'ai fait publier le livre d'Alain Lérac aux éditions Hémisphère, et tout à coup, j'ai eu une illumination, mais je me suis dit, mais il faut adapter ce livre au cinéma, faire un livre à partir de cours sur le scénario. Et Alain Lérac me dit, mais tu es fou, ça ne fait pas un film. Et je lui ai répondu, mais c'est justement pour ça qu'il faut le faire. Et évidemment, ça ne fait pas un film s'il n'y a que des cours sur le scénario. Ça peut paraître, a priori, même si le livre est très bien, quelque chose de très ennuyeux, parce que c'est un cours, un cours, ça ne fait pas un film. Donc évidemment, il fallait trouver une histoire à côté. Et donc, j'ai proposé à Alain Lérac qu'on fasse une histoire d'amour qui soit donc exactement comme dans son livre, mais qu'on pousserait dans un scénario, le rapport entre ce qui se dit dans les cours sur le scénario et ce que vivent les personnages. Et donc, il y a une passerelle entre le cinéma et la vie, mais qui soit incarnée par des histoires et par des personnages dans le film. Et donc, cette histoire d'amour a pris de plus en plus de place dans le scénario, et également les étudiants qui deviennent eux aussi des personnages, parce qu'ils interviennent dans le cours, tout ça est écrit évidemment dans le scénario, et parce qu'on va aussi voir que le cours va avoir un impact sur leur propre vie. Donc, c'est une journée particulière, sur un jour de masterclass, une scénariste incarnée par Agnès Jaoui va changer la vie, en fait, de toutes les personnes à qui elle parle, à commencer par le directeur de l'école de cinéma, Jonathan Zakaï, qui l'accueille. Et en fait, on découvrira très vite que s'il l'a invité à donner cours, ce n'est pas du tout par hasard, c'est qu'ils se connaissent depuis 30 ans. Ils ne se sont plus revus depuis 30 ans. Évidemment, s'il l'invite, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Et donc, il y a un sous-texte très vite qui va amener l'intrigue, et je l'espère, l'intérêt des spectateurs. Ça, c'est pour les personnages principaux. Mais à côté de cette histoire de personnages portés par Jonathan Zakaï et Agnès Jaoui, il y a aussi les étudiants de l'école qui vont eux aussi avoir des histoires d'amour, des histoires personnelles, qui vont être impactés par ce que raconte Agnès Jaoui dans son cours. Et enfin, un personnage qui, je trouve, est merveilleusement bien interprété par Géraldine Nakache, qui travaille dans l'école de cinéma et qui est un peu pour moi l'alter ego des spectateurs, c'est-à-dire qu'elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe, et elle va essayer de comprendre quel est le sous-texte, justement, entre les personnages principaux. Et donc, à travers son regard, on va aussi avancer tout le long de cette journée
dans ce récit qui va se révéler non seulement une journée particulière, mais aussi un cours très particulier. Les cours que je donne personnellement à l'université n'ont rien à voir avec ceux qui sont dans le film. Je vais être provocateur. Je te vois bien faire les cours et à chaque fois d'inviter quelqu'un qui a eu un impact décisif dans ta vie, ce serait extraordinaire. Mais tiens, mais tu parles de Géraldine Nakache qui est extraordinaire dans ce film, mais ils sont tous extraordinaires. Mais il y a aussi le fait que elle est, comment dire, l'intermédiaire entre deux générations, celle incarnée par Jonathan Nakai et Djaoui, et celle des étudiants. Et là où je veux en venir, c'est que est-ce que, et c'est plutôt une question, est-ce que pour toi et pour Alain, ça a été plus compliqué de regarder cette nouvelle génération? Parce que je trouve dans ton film que lorsque la caméra prend le temps donc de capter Djaoui, Zakai et même aussi Nakache, on sent peut-être une espèce de pas de facilité, mais peut-être un peu plus d'évidence. Alors que lorsqu'elle s'attarde sur une autre génération, même si elle ne critique pas l'autre génération, au contraire, je sens que c'est un peu compliqué parce qu'on a envie de les regarder, en même temps on sait pas trop comment et on n'a pas envie de dire n'importe quoi. Enfin, et ça donne au film aussi toute son importance. Donc cette question de comment filmer cette génération. Alors, en tout cas, moi, c'est ce qui m'a. Enfin, j'ai pris un immense plaisir à travailler évidemment avec les trois comédiens principaux qu'on vient de citer. Donc, il faut rajouter d'ailleurs Stéphane Hénon, qui joue le rôle de restaurateur. Oui. Et j'ai adoré travailler avec Stéphane Hénon, qui pour moi est un très bon acteur, qui n'est pas forcément connu des cinéphiles, mais connu des téléspectateurs, puisqu'il avait un rôle essentiel dans Plus belle la vie. Et donc, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter là? Il prend un acteur de Plus belle la vie. Là, je trouve qu'il faut avoir cette ouverture d'esprit, de faire rencontrer des acteurs. Parce qu'on peut être un très bon acteur et jouer dans une quotidienne à la télévision. Et je trouve qu'il ne faut pas tomber dans les a priori et au contraire, voir les acteurs pour ce qu'ils peuvent apporter. Je pense à Bertrand Blier, par exemple, que j'avais connu quand j'étais tout enfant, puisque j'avais été figurant sur Préparez vos mouchoirs, et on est resté en contact. Et c'est lui qui m'a dit un jour qu'il regardait systématiquement à la télévision les quotidiennes, parce que quand un acteur est bon dans une quotidienne, eh bien, il peut être formidable dans un long métrage. Et je me rappelle notamment quand il avait fait jouer Régnier, donc, qui jouait le commissaire Moulin à l'époque dans Merci la vie. Et je pense que c'est un de ses plus beaux rôles dans Merci la vie, dans le film de Bertrand Blier. Mais cette parenthèse étant faite, mon plus grand plaisir, c'était de travailler avec les jeunes comédiens. Pourquoi? Parce que déjà, je suis enseignant, donc je rencontre toutes les semaines des étudiants qui ont l'âge des comédiens qui jouent les rôles des étudiants dans le film. Et je rêve et j'essaye d'arriver à ce qu'il y ait un vrai échange. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a rien de plus pénible qu'une parole professorale qui parle du haut et qui va vers le bas, et qu'on est dans une société qui ne veut plus de cette hiérarchie. Mais en même temps, je ne suis pas macronien, mais en même temps, il y a, je pense, quand on parle d'échange, il faut aussi qu'il y ait passage de flambeau. Et donc, le monde dans lequel je rêve et qui, j'espère, est reflété pour partie dans le film, c'est un monde où les générations se regardent et s'apportent l'une l'autre. Pour la nouvelle génération, elle apporte à la génération qui est la mienne des nouveaux combats essentiels, et c'est très intéressant, et c'est très important d'être à l'écoute de leurs envies. Et pour les générations plus jeunes, si on parle du cinéma, par exemple, ce n'est pas forcément pénible d'avoir un enseignant qui va parler d'histoire du cinéma et qui va faire découvrir des films qu'ils ne connaissent pas, qui ne sont pas de leur génération. Et s'il y a une coupure, et que d'un côté, il y a la nouvelle génération et de l'autre côté, l'ancienne, et qu'il n'y ait pas de passerelle entre les deux, pour moi, c'est une société catastrophique, au-delà du cinéma. Et c'est une vraie question qui se pose aujourd'hui. Comment créer des passerelles entre générations? Comment poursuivre la transmission en respectant la nouvelle génération, ses enjeux, ses combats, et en même temps que la nouvelle génération puisse être à l'écoute de ce qu'il y a à être transmis. C'est ce qui est vrai pour le cinéma, peut l'être évidemment dans d'autres domaines. Et donc, comme réalisateur, je rêve de refaire un film avec des jeunes comédiens, parce que c'est magnifique ce qu'ils apportent dans un film en termes émotionnels. Voilà, l'échange qu'on peut avoir, c'est très, très, très bien entendu sur le tournage ensemble. Et si je sors de ma casquette de réalisateur, juste comme citoyen, je rêve d'une société où il puisse y avoir des échanges entre générations et pas des coupures. Et je pense que c'est une vraie question aujourd'hui.
qui dépasse le cinéma. Et est-ce que c'était important pour toi aussi que dans ce film, cette transmission euh, euh, soit faite par par une scénariste, pardon? Très souvent, on vous dit des cours de cinéma, c'est très souvent en France surtout, c'est des cinéastes qui viennent, et là, ça soit une scénariste. Est-ce que Alors, c'était important? plus que scénariste, après on peut revenir sur la question scénariste-réalisateur qui est importante, je pense, mais plus qu'une scénariste, c'est l'idée que c'est quelqu'un qui invite les personnes à qui elle parle à aller vers l'imaginaire. Il y a une formule qu'elle dit dans son cours, Agnès Jaoui, et qui était déjà dans le livre d'Alain Lérac d'ailleurs, c'est la formule « et si ». Et d'ailleurs, au départ, le film devait s'appeler comme ça, « et si ». C'est-à-dire, on a chacun nos vies. Par exemple, puisque dans le film Le cours de la vie, il y a Agnès Jaoui qui retrouve son amour de jeunesse interprété par Jonathan Zakaï, on est très nombreux à avoir eu un amour de jeunesse à l'adolescence, par exemple, et puis avoir perdu de vue la personne dont on était amoureux quand on avait 15 ans. Et si on la retrouve, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc, et si? Et donc, on imagine, et si, quand on avait 15 ans, on n'avait pas rompu avec cette personne, toute notre vie aurait pu être différente. Et donc, c'est ça, d'abord, ce qu'elle essaie de transmettre comme scénariste, c'est-à-dire partir de la réalité pour aller vers l'imaginaire. Et ça dépasse le cinéma. Je crois même que c'est fondamentalement ce qui est la spécificité de l'être humain dans toutes les civilisations et de tout temps, donc bien avant l'invention du cinéma, c'est le besoin qu'on a de se raconter des histoires, le besoin d'inventer des histoires, le besoin de la fiction. On retrouve par exemple ce besoin chez les griots africains, donc, qui ont un art d'inventer aussi des récits liés bien sûr à la culture qui est la leur. Et je pense que c'est très important que par la fiction, que par l'imaginaire, eh on essaie de comprendre nos vies, qu'on essaie de comprendre le monde. Alors ça peut paraître très prétentieux dit ainsi, mais ça peut être quelque chose de très simple. C'est qu'on a besoin de comprendre les rapports humains grâce à la fiction. Donc c'était déjà vrai aussi dans le théâtre antique, par exemple. Il y avait un côté catharsique dans les pièces de théâtre de l'Antiquité. Donc voilà, c'est pas propre au cinéma, mais c'est cet appel à l'imaginaire qui, je pense, est fondamental. Et donc, plus qu'un professeur de scénario, c'est quelqu'un qui provoque Agnès Jaoui dans le film, je pense, l'appel à la fiction. À l'observation aussi, parce que c'est ce qu'elle dit au départ. Elle dit il faut surtout bien observer le monde. Et qui dit bien observer le monde, c'est écouter l'autre dans un premier temps. Parce que la fiction, elle part du réel. Et donc de l'observation, elle part d'un vécu. Je ne crois pas du tout aux vertus des logiciels qui inventeraient des histoires. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait pour qu'il y ait une part d'humanité, ça part de personnes qui sont des vraies personnes humaines, donc qui ont chacune leur vécu et qui ont, pour un scénariste et aussi pour un réalisateur d'ailleurs, et aussi pour un acteur, je pense que c'est un point commun entre les trois approches, la capacité d'observer l'autre. Parce qu'un acteur, souvent, il regarde, il observe aussi pour s'inspirer dans son jeu de mimique ou d'une interprétation. Voilà. Et si le réalisateur il n'est pas dans la capacité d'observer, je pense qu'il faut qu'il arrête de faire des films. Donc, on part du réel, on part de son parcours, on parle d'un vécu pour aller vers la fiction. C'est ce que raconte Agnès Jaoui, qui invite chacun à partir de son vécu pour aller vers un ailleurs qui permet de vivre, en fait. Après, c'est pas anodin, peut-être c'est même un hasard, je sais pas, faut voir que ça soit Agnès Jaoui qui joue ce rôle-là, parce que on l'a d'abord connu surtout pour être scénariste avec le regretté Jean-Pierre Bacri, et à une période où, les scénaristes n'étaient pas aussi considérés qu'aujourd'hui, et encore, je dis aujourd'hui, mais ça a légèrement changé, mais et après bon, elle est devenue réalisatrice, enfin cinéaste, etc. Donc c'est peut-être pas anodin. Et ma question finalement, j'en viens à comment c'est porté comment tu as choisi Jonathan Zakaï, Agnès Jaoui, Géraldine Nakache, comment tu as travaillé le casting? Alors, pour Agnès Jaoui, donc quand j'ai eu l'idée en fait que ce soit elle, parce qu'on a tout le processus d'écriture de scénario et de production était déjà avancé avant même qu'on ait le casting. Et donc, j'ai accompagné toute l'écriture du scénario pendant des années, pendant 2 ans. Alain Lérac en est le scénariste, mais chaque fois, on se voyait toutes les semaines ou tous les mois. Et donc,
C'est très important pour moi d'ailleurs que je ne suis pas crédité au scénario, mais néanmoins, j'ai accompagné tout le film, de A à Z. J'en ai eu l'idée d'abord, parce qu'Alain Lérac n'avait pas l'idée d'adapter son propre livre. Il pensait même que c'était impossible. Et puis, quand on a eu ensemble cette idée d'histoire de l'amour, ben, on a eu sans arrêt des échanges à propos de comment faire vivre ces personnages, mais je n'étais pas devant mon clavier d'ordinateur à écrire. Et donc, c'était très important pour moi de respecter le travail du scénariste, parce qu'il y a certains réalisateurs qui n'ont pas la même démarche que moi et qui, parce qu'ils accompagnent un scénario pendant 2 ans, voudront être crédités comme co-scénaristes. Je ne vais pas citer des noms, mais j'en connais de nombreux. Je trouve que ce n'est pas juste. Néanmoins, sans le scénario d'Alain Lérac, sans son livre, rien n'existerait, mais si j'en avais pas eu l'idée de l'adapter, d'y apporter son amour, et si on n'avait pas cette complicité pendant 2 ans autour de l'écriture, le film n'existerait pas non plus. Donc je ne suis pas du tout à dire que le travail de scénariste n'existe pas. Je pense que c'est fondamental et qu'il n'est pas assez mis en avant. Mais il y a aussi le travail du réalisateur qui, quand il a l'idée du film et quand il l'accompagne, évidemment, sans lui non plus, le projet n'existerait pas. Donc on n'est pas dans le cadre de certaines productions commerciales où un scénario est fait d'un côté sans qu'on sache qui est le réalisateur et qu'après, une fois que le scénario est terminé, on va chercher faire une sorte de casting de réalisateur. Ça se passe très souvent aux États-Unis et de plus en plus en France. Ce n'est pas le cinéma que je défends. Je pense qu'un film, c'est important qu'il soit porté par un regard de cinéaste, même s'il n'est pas crédité au scénario. Donc, ma position, en fait, est à la fois du côté de la politique des auteurs, parce que je pense très important de dire un film d'eux quand il est porté par le regard d'un cinéaste, et à la fois pour plus d'importance aux scénaristes qui ne sont pas assez mis en avant, dont le travail est très important. Et donc, je pense que c'est les deux ensemble pour lesquels il faut se battre. Garder un cinéma porté par le regard d'un ou d'une cinéaste et en même temps donner l'importance qui est réelle et qui est souvent sous-estimée, dont on parle souvent trop peu de la place du scénario et du scénariste. Donc, je ne suis pas en train de dire que tout est dans le scénario, je ne suis pas en train de dire que tout est dans la réalisation. Je pense que c'est la conjonction entre les deux que les choses se font, mais que c'est très important aussi. Par exemple, évidemment, il y a une écriture filmique qui n'est pas liée au scénario, qui se passe au tournage. Au tournage, environ 15 à 20% du film qui ont été filmés n'étaient pas dans le scénario. Pour autant, je ne suis pas crédité comme co-scénariste. Et évidemment, il y a au montage aussi une réécriture, ce qui est valable pour tous les films. On va supprimer certaines scènes, changer l'ordre prévu dans le scénario. Et il faut surtout voir les rushs pour ce qu'elles sont et ne pas être dans la religiosité du scénario pour vouloir y coller à tout prix, parce qu'il y a la réalité de ce qu'on a tourné, et c'est la seule réalité qui compte quand on est dans une salle de montage. Donc il faut avoir la force, parfois même de supprimer certaines scènes qu'on adore, s'ils ne trouvent pas leur place au montage dans le film. Et enfin, il y a évidemment aussi une part de narration filmique qui passe par la musique. Gardons le même montage, le même scénario et changeons la musique sur un film, on n'aura pas la même perception, on n'aura pas les mêmes émotions. Et donc la musique, elle aussi, participe à une forme d'écriture. Et c'est tous ces éléments mis ensemble, c'est-à-dire le scénario qui est très important, les choix de mise en scène au tournage qui sont très importants, comment on filme, que ce ne soit pas juste de la captation de scénario, mais qu'il y ait un vrai point de vue de mise en scène dans chaque plan, idéalement. Mais aussi le jeu des acteurs. On change un acteur sur un même film, eh bien on n'aura évidemment pas la même émotion. Et le rapport qu'il y a entre les acteurs et le réalisateur. Mais aussi le montage et la musique. Donc, quand on met tout cela ensemble, on peut avoir un film plus ou moins réussi. Mais il faut que tous ces éléments, idéalement, soient en synergie et aillent dans la même direction. Et c'est normalement le rôle du réalisateur de veiller à ce qu'il y ait une coordination dans tous ces éléments. Donc, d'où un film 2. Parce que je pense que c'est la personne qui réunit tous ces éléments qui portent le film, ce qui n'enlève en rien l'importance du scénario et en rien l'importance fondamentale des acteurs, de la musique, du montage et bien évidemment du chef opérateur. Donc il y a plein de complices de création et le principal complice sans doute c'est le scénario, mais je prône aussi cette idée chère à la nouvelle vague qu'un film doit être porté par le regard d'un ou d'une cinéaste. Ah bah, tu parlais de musique. Tiens, ça c'est intéressant ça aussi. Il y a comme ça des caméos dans ton film.
dont toi d'ailleurs, avec un livre où il y a marqué SOS Culture, si j'ai bien lu, hein, si j'ai vraiment bien vu. Oui, alors, Tu l'as lu je recommande, qui est un livre de Serge Rebourg. Serge Rebourg qui a fait un livre donc, qui s'appelle SOS Culture et qui est. C'est un merveilleux essai qui raconte comment la culture, elle est pour tous et pour toutes. Ce n'est pas élitiste, la culture. Et comment se fait-il que la politique culturelle actuelle ne soit pas à la hauteur de ce qu'elle a été par le passé en France? Donc, c'est un essai formidable que je recommande à tous. Et tu es dans une librairie et c'est pratiquement la fin du film. Et je vais pas, on s'en fout. Enfin, je m'en fous de spoiler mais là, tu es cinéaste, donc je vais pas me permettre de le faire devant le cinéaste. Donc, mais en tout cas, et il y a d'autres caméos. Il y en a un comme ça, musical, très court. Hein. C'est de la flûte de Pan, si je me trompe pas. Et donc, c'est la musique de. Oh là là, comme je dis, Vladimir Cosma. Et le film, c'est Le Grand Blond. Voilà, c'est un trou de mémoire. Vladimir Cosma est dans le film. Vladimir Cosma a pensé la musique du film, le rythme musical du film. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que lorsque tu travailles sur ce film, sur ce projet avec enfin, quand est-ce qu'il apparaît Vladimir Cosma dans le projet? Alors, voilà. Donc, ça, Vladimir Cosma, ça fait la 4e fois qu'on fait un film ensemble. Donc, c'est évidemment pour moi un immense honneur de pouvoir travailler avec lui. Et c'est évidemment donc moi qui ai tout de suite pensé à Vladimir Cosma pour la musique, parce que tout simplement j'avais envie de ce rapport de complicité qu'on a et même d'amitié. Je me permets de le dire puisqu'il l'a dit publiquement et ça m'a beaucoup touché. Mais c'est en cours de route. Voilà un exemple même. On rentre dans la fabrication du film là. Au départ, donc dans la leçon que donne Agnès Jaoui, il était prévu qu'elle présente des extraits de films. Et donc j'avais choisi un nombre d'extraits de films que j'aime beaucoup, qui étaient liés à son cours sur le scénario. Par exemple, 2001 l'Odyssée de l'espace, où c'est sans doute la plus belle ellipse de l'histoire du cinéma, quand l'homme préhistorique jette l'os en l'air et puis ça se transforme en vaisseau spatial. Donc pour parler de l'ellipse, quel plus bel exemple à trouver que celui de 2001 l'Odyssée de l'espace. Mais d'une part, j'étais frustré parce que je me suis dit, mais bien sûr, j'adore 2001 l'Odyssée de l'espace, mais pourquoi ce film-là et pas un autre? Et donc, même s'il y a eu 10 extraits, pourquoi pas 50 autres? Je parle de mon propre panthéon personnel. Donc, forcément, il y a eu, vis-à-vis de moi-même, une sorte de frustration du fait d'avoir choisi tel film plutôt que tel autre. Voilà. Et d'autre part, et là, on rentre dans le cœur du sujet, à ce moment, on ne sait pas si le film va se faire ou pas. 10 jours avant le début du tournage, je ne savais toujours pas si le film allait se faire parce qu'on n'avait pas assez de financement. Heureusement, un coproducteur, Alain Benguigui, Sombrero Productions, est arrivé in extremis pour donner la somme qui manquait pour que le film puisse se faire. Et donc, il n'y avait pas l'argent pour payer les droits sur les extraits. Parce que si on veut 2001 c'est de l'espace, un extrait de 20 secondes, et qu'on veut avoir les droits mondiaux, parce qu'on ne sait pas si le film ne veut pas être que diffusé en France, ben ça peut coûter 20, 30, 40 000 euros par extrait. Et donc, on a un petit budget et qu'on fait ça x 10, c'est pas possible. Et donc, j'ai eu l'idée, et j'en ai parlé à Vladimir Cosma, qu'on montre aucun extrait de film, et que chaque fois qu'il y avait un extrait, on reste sur les étudiants qui regardent les extraits, donc dans la salle, comme dans une salle de cinéma, et qu'on entende la musique du film. Et puisque Vladimir Cosma est non seulement un merveilleux compositeur, mais un compositeur de musique de film, il a trouvé très intéressant, pour chacune de ses musiques, de faire un type de genre cinématographique, une musique type thriller, une musique type comédie romantique, et donc une musique type film d'aventure. Et donc, c'est par la musique qu'on a le cinéma. Mais donc ça, c'est une idée que j'ai eue en cours de route, pour des raisons de production, qui n'aurait pas pu se faire sans l'enthousiasme de Vladimir Cosma. Donc voilà un exemple, on pourra en trouver plein d'autres, de comment, voilà, quand on parle d'écriture filmique, voilà quelque chose qui n'était pas prévu dans le scénario au départ, et qui s'est trouvé en cours de route, pour des raisons au départ de contraintes financières, mais à l'arrivée, en tout cas sur ce point précis, ce n'est pas vrai forcément pour tous les points, hein, mais sur ce point précis, je suis très très heureux que la contrainte financière ait amené cette idée et que Vladimir Cosma ait pu la concrétiser, parce que je pense que c'est beaucoup mieux qu'on ait l'imaginaire d'un genre cinématographique que l'extrait d'un film, quel que soit le film,
qui serait par définition réducteur, puisque ça réduirait à un film en particulier, à un cinéaste en particulier, et que j'avais plutôt envie de faire un film d'amour sur le cinéma et pas sur un film, ou sur un cinéaste, ou sur une cinéaste en particulier. Parlons tu es cinéaste, donc parlons aussi de mise en scène. Dans le cours de la vie, moi j'avais cette sensation d'être, comment dire, de voir un film où le temps était complètement suspendu. Alors, est-ce que c'est parce que ça se passe sur une journée, dans un endroit bien précis, quoique parfois il y a des extérieurs, dont ce repas incroyable entre Jonathan et ce déjeuner entre Jonathan et Agnès, certes, mais bon, la plupart du temps, c'est dans cette école de cinéma, et voire même dans cette salle de projection, de conférence. Et il y a comme ça, j'aime pas faire des comparaisons de films avec d'autres films, donc, mais on va prendre ça comme base. Après, il y avait un moment comme ça, j'avais l'impression de me retrouver dans un certain cinéma, le cinéma de l'entre-deux-guerres français, où il y a comme ça une espèce de secret, d'ingrédients secrets, incroyables. Quand on les revoit, on se dit, mais qu'est-ce qui a fait que ça soit comme ça, où le temps paraît suspendu, où tout est possible finalement, où il y a aussi parfois quelque chose de joyeux, mais en même temps de triste à la fois, où il y a une espèce de retour à un cinéma, une essence très humaine du cinéma, très très populaire, dans le sens où il y a comme ça on utilise tous les effets que le cinéma peut donner. Que cela soit dans la musicalité, que cela soit dans la manière de regarder, que cela soit dans le jeu aussi, dans des digressions. Il y a une séquence comme ça où ils sont dans la cour, et ils sont en train de chanter tous ensemble avec Agnès Jaoui, qui arrive comme ça, on s'y attend pas. Voilà, il y a ce truc comme ça. Alors bon, le cinéma d'entre-deux-guerres français, c'est le réalisme poétique, c'est le Front populaire. On peut trouver des réponses à ce que je viens de poser comme question. Mais voilà, et je me dis que tiens, ça pourrait se passer n'importe où en fait, pas forcément qu'en France ou en Belgique. Mais voilà, et cette mise en scène-là donne à ton film, et c'est pas un défaut, hein, une espèce de fragilité. Alors, et c'est là où je voulais en venir. Alors peut-être que j'ai complètement tort, mais c'est la sensation que j'ai eue et que je trouve, et je trouve ça aussi très beau, cette fragilité. Par rapport à tout ce que j'évoquais. Donc, question, parce qu'il faut toujours terminer par une question. Encore que je pourrais juste te dire ça et puis ensuite on verra. Mais non, pas de question. Voilà, juste ça. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Plein de choses. Je ne sais pas par quel bout prendre la réponse, parce qu'il y a plein de réponses que j'ai envie de te donner. La première, c'est quand on parle de l'amour du cinéma français de l'entre-deux-guerres, eh bien, ça me fait penser automatiquement à Bertrand Tavernier, qui était un cinéaste. Son dernier film est un hommage au film français au pluriel. Un cinéaste aujourd'hui, selon lui, et je partage son avis, souvent injustement méconnu, ou tombé dans une sorte de purgatoire. Et j'ai eu la chance de côtoyer Bertrand Tavernier, puisqu'il a fait la préface d'un de mes livres. Ouais. Et on est resté en contact. C'est quelqu'un que je trouve absolument extraordinaire. Thierry Frémaux, d'ailleurs, a fait un livre aussi récemment sur leur rapport à eux, entre Thierry Frémaux et Bertrand Tavernier, à l'Institut Lumière de Lyon. Et Bertrand Tavernier fait partie de ces rares cinéastes, je pense qu'ils sont vraiment peu nombreux, d'une telle générosité. C'est-à-dire que non seulement il se battait pour faire ses films, mais il s'est toujours battu toute sa vie, avant même d'être cinéaste d'ailleurs, comme attaché de presse, par exemple, au départ, pour transmettre sa passion du cinéma français ou américain, pour être curieux de découvrir de nouveaux films qu'il ignorait. Il est resté curieux toute sa vie. Et j'ai eu l'immense chance de pouvoir le côtoyer. Et peu de temps avant sa mort, il m'a encore envoyé un mail. J'ignorais qu'il était tellement malade et c'était comme une sorte de au revoir qu'il m'a envoyé par ce mail. Et donc, je penserai toute ma vie à Bertrand Tavernier. Et quand on est cinéaste, avoir la chance de rencontrer d'autres cinéastes qu'on admire et qui nous portent de l'attention, c'est quelque chose de précieux. Donc, Bertrand Tavernier, souvent a été mal perçu, je pense, par une partie de la critique française, par son amour du cinéma, notamment des scénaristes. Donc, tout ça n'est pas sans lien. Entre Orange et Bost, très fortement critiqué par les cinéastes de la Nouvelle Vague, et à qui lui-même il a fait appel quand il a commencé à faire ses premiers films. Et toute sa vie, Bertrand Tavernier s'est battu aussi pour qu'on reconnaisse les scénaristes. Il a même fait un film qui se passe
avec Denis Podalides et Marie Ginin, qui raconte donc l'histoire d'un scénariste pendant sous l'occupation, dans le cinéma français sous l'occupation. Et donc, en même temps, il a toujours porté de l'importance à la mise en scène. Donc, ouais, c'est comme un jeu de domino. On voit bien que Bertrand Tavernier, à la fois, il a porté de l'importance au scénariste et en même temps, il pensait, je pense, ne pas le trahir en disant cela, à l'importance de la mise en scène et de l'écriture par la mise en scène. Et donc, c'est les deux ensemble. Et donc, je rêve, quand je t'entends, une forme de synthèse entre la nouvelle vague, dont je suis un profond admirateur, et je partage avec quelqu'un comme Nicole Brenez, par exemple, son amour pour Jean-Luc Godard, et une certaine approche qui est également ce que tu disais sur le cinéma français d'entre les deux guerres, et donc qui est une sorte de rencontre entre les deux, pour nous projeter dans l'avenir vers encore autre chose, qui est la nouvelle génération, qu'on voit à l'écran avec les jeunes étudiants, mais aussi de nouvelles formes d'écriture. Il ne faut pas rester une fois pour toutes coincé. Mais en tout cas, forcément, quand on est cinéaste, de manière souvent inconsciente, je pense, on rend hommage aux films qui nous ont marqués, on est habité par eux, et donc forcément, on peut avoir des influences, même sans le vouloir. Et donc, moi, j'aime autant la politique des auteurs, portée par la nouvelle vague, jusqu'à des cinéastes comme, je n'ai pas encore vu son dernier film, mais par exemple, j'attends avec impatience de découvrir le dernier film de Catherine Breillat, ou un cinéma plus classique, et comment les deux peuvent se réunir, film d'auteur, et en même temps à partager avec un public large. C'est mon rêve de cinéaste, en tout cas. Sur la maladresse, je ferai l'éloge de la maladresse. Fragilité. Ah non, je ne me permettrai pas de dire maladresse. Fragilité. Ah, c'est différent. Et je ne pensais pas à maladresse quand je te disais fragilité. Attention. Alors, je préfère le terme fragilité aussi, mais j'en ferai l'éloge parce que, rentrons dans le concret des choses aussi. Il y a dans le film donc toute une histoire entre Agnès Jaoui et Jonathan Zakaï. Il y a des histoires secondaires, mais qui sont présentes et importantes avec les étudiants, et donc qui ne sont pas liées directement au cours, mais on voit le rapport entre la vie et le cinéma. Dans le cours lui-même, on filme Agnès Jaoui en train de donner cours à des étudiants. Grâce au livre d'Alain Lérac au départ qui est adapté, donc là on retrouve pas mal de choses de son livre, et je trouve que c'est intéressant, ce qui était déjà dans le livre, et qui est, d'après moi, formidablement interprété par Agnès Jaoui, en sens émotionnel. Et il fallait surtout pas, c'est un paradoxe, mais que ça fasse cours professoral. Donc il fallait qu'il y ait de l'émotion dans ce cours. Donc comment on fait l'émotion dans le cours, quel que soit l'intérêt ou non de ce qui est dit, le contenu. C'est pas parce qu'il y a un contenu extraordinaire que ça va faire un film extraordinaire. Ça ne suffit pas. Donc, deux axes. Premier axe, qu'on comprenne très vite qu'il n'y ait pas que le cours, mais autre chose. Et donc, jeu de regard. Par exemple, avec Jonathan Zakaï qui est dans la salle, qui regarde Agnès Jaoui. Et on voit qu'il n'est pas simplement comme un étudiant qui écoute un cours, mais qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe entre eux. Comment on transmet cela uniquement par le jeu de regard? Non, bien sûr, par l'image aussi. Donc, l'idée, c'est que dès qu'on est dans l'axe émotionnel, le scope. Et donc, choix de mise en scène, passer d'une image carrée quand on est dans le cours stricto sensu, à une image scope quand on est dans le domaine de l'émotionnel. Et d'un plan à l'autre, passer de l'image carrée à l'image rectangulaire. Ce qui faisait très peur entre nous à la production. Il a fallu attendre qu'il soit validé au montage pour que je sois certain de cet effet, parce qu'au départ, ils disaient, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est un peu fou comme procédé, passer d'une image carrée à une image rectangulaire d'un plan à l'autre. Je vais plus loin. Quand tu disais la fragilité, je choisis avec le chef opérateur, mais on peut penser que je suis fou quand je dis ça. Il faut que le cours soit mal filmé. Il ne faut surtout pas que ce soit une captation idéale. Donc je demande au chef opérateur, à qui c'est du meilleur back chef, que ça amuse, de choisir des caméras qui n'ont pas la même captation, la même définition que la caméra qui fera tout le reste du film, le format carré, et pire que ça, de jouer des panneaux filés maladroits, des flous, des zooms, d'où ce sentiment forcément de fragilité, puisque c'est volontaire, comme s'il y avait dans le réel du cours quelque chose qui n'était pas... Il ne fallait pas que ce soit carré, il ne fallait pas que ce soit impeccable, il fallait pour moi,
ce qui était de l'ordre de la captation devait être, comment dire, fragile, comme tu le dis. Et on va plus loin parce qu'on en parle peu de ça, mais c'est très important le son. Comment on traite le son au montage son et au mixage. Le mixage, à mon avis, peut détruire un film. Et donc là, avec la complicité du mixeur, qui trouve ça très amusant, mais ce n'est pas gagné non plus, et du monteur son, c'est l'idée que chaque fois qu'on passe du court en format carré à l'émotionnel en format rectangulaire, eh bien, on change le mixage, on n'a pas le même espace sonore. Et donc ça, le spectateur lambda, y compris moi, quand je vois un film, je ne me rends pas forcément compte, mais forcément, ça participe de la perception et de ce sentiment que tu peux avoir. Et on va encore, on rajoute encore une couche, parce que dès qu'il y a des zooms ou des panneaux filés, je décide de faire un bruitage. Donc dès qu'il y a un zoom, on entend bzzz, bzzz, bzzz. Évidemment, les caméras font plus du tout ça aujourd'hui. Et dès qu'il y a un panneau filé, on entend comme un coup de vent. C'est extrêmement étrange quand je raconte ça comme cela. Eh ben, c'était le pari de la mise en scène, ça. Et donc, je pense que, paradoxalement, l'intérêt du film peut venir éventuellement de cette fragilité-là aussi, puisqu'elle est volontaire. Mais je devrais être totalement honnête en disant que cette fragilité-là, elle vient aussi des conditions même du tournage, puisqu'on a tourné un très petit budget. Et donc, plutôt que de masquer, ça c'est une grande leçon que j'ai retenue d'Éric Rohmer, dont j'avais eu la chance d'être étudiant quand j'avais 20 ans, parce qu'il a donné des cours lui aussi à Paris 1. Il disait, Éric Rohmer, pour ses propres films, et il conseillait à ses étudiants, surtout, il ne faut pas que vous fassiez avec un petit budget un film qui nécessite des grands moyens. Donc faites de vos petits moyens la force esthétique de votre film. Et on revient à la politique des auteurs, à la nouvelle vague, à la fameuse formule de Jacques Rivette, esthétique de la pauvreté. Donc comment est-ce que faire de ses faiblesses, en tout cas tenter, être conscient de ses faiblesses, si tant est qu'avoir peu d'argent est une faiblesse, mais en faire un choix esthétique. Et pas vouloir, avec peu d'argent, faire comme si on en avait beaucoup. Le cours de la vie, donc le dernier film en date de Frédéric Socher qui sort le 10 mai sur vos écrans et avec Jonathan Zakaï, Agnès Jaoui, Géraldine Nakache, etc., etc. Et Frédéric est revenu donc sur la chaîne pour nous en parler. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. C'était pas gagné. Parce que dans notre précédent entretien qui portait sur mon livre Je veux faire du cinéma, je racontais les 15 projets que j'ai pas pu faire. Donc là, le cours de la vie existe. J'espère qu'il pourra être vu par les critiques, par les spectateurs. Et puis, les dieux du cinéma nous diront si je peux en faire un autre encore. On croise les doigts. Merci à toi, Frédéric. Longue vie au film et puis à très vite. Merci à toi. Merci. Au revoir. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.